Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview du tout premier TKO Fight Night, Morgan contre Laramie 2, une carte absolument spectaculaire comme on est habitué depuis le retour de TKO et puis un événement qu'on attend depuis très longtemps. Ça a lieu ce jeudi même 2 août 2018 à la TOU de Montréal et c'est une carte que vous devez être là si vous voulez la voir en direct. Elle va être diffusée plus tard sur RDS, sur Fight Network, sur UFC Fight Pass, mais si vous voulez la voir live, vous devez être présent. C'est ça l'enjeu de la carte. Et puis j'ai mes analyses et prédictions complètes aujourd'hui pour les 12 combats qui sont cédulés pour cette carte-là. En commençant par le tout premier, chez les 155 livres, un duel qui oppose Alex O'Neill à Nicolas Penneau. Et puis ce sont les débuts chez TKO pour Nicolas Penneau qui est un prospect de Gatineau, Patnaud d'arts martiaux mix, Sifu Patrick Marcil, son entraîneur, un coéquipier de Julien Leblanc notamment. Et puis très bon combattant debout comme on peut s'attendre, un gars qui a le style de Sancho kickboxing, très bon in and out movement, lance des kicks pour s'assurer de conserver sa distance, puis des kicks assez spéciaux. C'est un gars qui est athlétique, qui est petit quand même, il va être encore plus petit que Alex O'Neill. C'est un 5 pieds 10, c'est un bon lightweight, un lightweight de bonne taille, si on doit se le dire. C'est un gars qui fait ses débuts à 155 livres sur cette carte-là. Il était peut-être un peu petit chez les 170, mais à 155, ça va être une belle size pour la division. Il en affronte un gros, par exemple, à Alex O'Neill, un gars qui je sais pas comment il fait vraiment pour faire 155 livres, un gros gars de 5 pieds 11 pouces, assez carré, ancien bagarreur dans la Ligue de l'Ontario, qui s'est maintenant converti aux arts martiaux mix sous crew Jeff Harrison, lui aussi très bien coaché à Ottawa. Et puis c'est plus un boxeur, c'est plus un gars traditionnel que je mettrais un peu dans la catégorie des grinders, dans le sens que il va de l'avant, il lance ses mains, il a pas peur d'échanger, c'est un gars qui a moins peur de rendre ça ugly que notre ami Nicolas Penneau, qui aime vraiment son petit in and out movement, rentrer avec des belles mains, des belles combinaisons et ressortir assez rapidement. C'est un gars qui fait ça très clean, Nicolas Penneau. Fait qu'on a un striker ici que je trouve très clean, assez raffiné pour un gars de son expérience, contre un gars qui est plus un bruiser, qui aime aller de l'avant, qui va s'engager dans des échanges de coups de poing pour essayer de closer la distance, où il est quand même assez rough dans le clinch, puis c'est une stratégie qu'il va vouloir sûrement appliquer contre Nicolas Penneau, parce que moi, j'ai la conviction que Nicolas Penneau risque d'être le meilleur striker des deux ici, le combattant debout le plus technique, et celui que si tu lui donnes les 15 minutes pour travailler debout avec son in and out movement, c'est sûr que O'Neill va sûrement avoir un reach advantage sur lui, autant au niveau des mains que des pieds, mais Penneau bouge très bien, très light sur ses pieds, a des belles entrées, des belles sorties, n'est pas un gars qui va s'éterniser dans la pocket, rentre, donne ce qu'il a donné, sort, puis c'est un très bon striker. Je pense qu'il va être le striker le plus raffiné des deux. Si le combat a se passer pendant 15 minutes debout, je vais devoir le donner à Penneau. C'est pourquoi je pense qu'O'Neill va tenter d'y aller avec une approche de plus fermer la distance, essayer de clincher dans la cage, amener le combat au sol, parce qu'on a vu Ergis Sigeta avoir du succès contre Penneau à cet effet-là, à l'amener au sol, travailler avec son ground and pound. Il a même réussi à finir le combat par TKO dans cette position-là. C'est sûr que Sigeta avait un bon avantage au niveau du poids et de la grosseur sur Penneau et est un meilleur grappler que Alex O'Neill est. O'Neill disputé un combat assez compétitif contre Alex Paul à son premier combat avec TKO, et puis oui, Alex Paul est quand même un gars plus expérimenté que lui et qui a de loin connu la meilleure performance de sa carrière TKO dans ce combat-là, mais le fait qu'il ait échangé debout de façon assez compétitive avec un striker comme Paul, qui était lui aussi plus petit que lui, me laisse croire que Penneau va sûrement avoir du bon succès. Et puis si Penneau est juste capable de garder Alex O'Neill loin de lui avec son mouvement et avec du bon defensive wrestling aussi, on se le cache pas qu'il va avoir besoin de lutter un peu dans ce combat-là s'il veut gagner, mais j'ai tendance à avoir plus confiance dans le striking de Nicolas Penneau que dans la lutte d'Alex O'Neill, et je pense que si ça passe 15 minutes debout, ça va être compliqué pour O'Neill. La chose que je dois aussi mentionner, c'est que Penneau n'a pas vu la limite de 15 minutes. O'Neill l'a vu 2 fois en 2 combats pro. C'est un gars qui a absolument pas peur d'aller à la décision. Donc, je ne sais pas si ça va être compliqué peut-être en fin de combat pour Penneau, qui va en être à sa première fois dans les later rounds. Il va peut-être avoir une petite baisse de régime. Ça arrive des fois quand c'est ton premier combat professionnel. Même si je sais que ces gars-là sont toujours en shape. Les gars de Patnaud, de Gatineau, toujours en fight shape, toujours prêts à aller faire le combat au complet. Quand t'es pour la première fois dans
dans un combat pro qui s'en va au troisième round, qui va durer les 15 minutes, puis contre un adversaire qui va être compétitif, puis qui va avoir une avenue à la victoire facilement applicable contre toi, ben, il va falloir que Nicolas Penneau aille le jus s'il veut pas justement donner ce troisième round-là à Alex O'Neil. Mais d'une manière comme d'une autre, je vais y aller avec Nicolas Penneau par décision dans ce combat-là. Je pense que son striking est ce qui va le garder en avant sur les cartes des juges. Je vais toucher avec les meilleurs coups. Puis j'ai confiance qu'il va réussir à assez bien lutter de façon défensive pour garder O'Neil loin de lui pour la majorité du combat. Donc Penneau par décision est mon pick dans ce premier combat de la soirée. Deuxième combat de la soirée maintenant chez les poids lourds, mais ça ressemble plus à un combat chez les 205 livres. 205 livres qui ne couperont pas de poids en fait. C'est Walter Howard Jr. contre Bakary Sako. Et puis j'avais hâte de voir Bakary, je l'ai dit à plusieurs fois. J'ai hâte de le voir rebondir de son combat contre Adam Daichka, qui a été sa seule défaite, qui est maintenant rendu un no contest. Donc il est officiellement invaincu. Une victoire, aucune défaite avec un no contest. Bref, j'ai hâte de le voir de rebondir de ça. Adam, c'est un très gros test pour l'expérience de Bakary. Et il affronte un autre gars qui a quand même beaucoup d'expérience professionnelle et qui a une fiche assez trompeuse. Parce que Walter Howard Jr. a 3 victoires et 5 défaites, mais a pris une bonne pause récemment, vient tout juste de revenir à la compétition en 2018 et il a fait ça en perdant une décision majoritaire contre Jared Trice à Bellator. Et Jared Trice, c'est littéralement un des 3 ou 4 meilleurs prospects chez les 205 livres au monde, et ça de loin. Donc le fait que Howard arrive là et perde une décision majoritaire contre ce combattant qui est de très haut niveau, qui est un prospect de très haut niveau, ça nous montre que le gars il a pris une pause puis il est revenu peut-être un peu rajeuni, peut-être plus prêt à se battre qu'auparavant. Puis c'est un gars qui avait déjà affronté du très bon calibre de compétition. Il a perdu un combat contre Tim Williams qui est maintenant dans l'UFC chez les 185 livres. Il a perdu contre Liam McGeary qui a été champion Bellator. Donc ses défaites sont contre d'excellents combattants. Comment Bakary va réussir à dealer avec un combattant qui est vraiment plus expérimenté que lui, mais qui a peut-être pas la meilleure des fiches, mais qui est beaucoup plus dangereux que sa fiche le laisse présager. C'est ça qui va être intéressant parce que c'est un combat de style assez bizarre. Walter Howard Jr. debout est un combattant karaté, mais qui... je l'ai pas trouvé super à l'aise dans les vidéos que j'ai vues de lui. C'est sûr que je n'ai pas été en mesure de trouver son combat qu'il a disputé contre Jared Trice à Bellator. C'est le combat que je pense qu'il aurait pu penser le plus sur où il est rendu en ce moment. Mais dans ses derniers combats, notamment comme contre Tim Williams, qui est quand même un combat que je pense qu'il y a eu en 2016 ou quelque chose comme ça. Donc pas quelque chose de super récent pareil, mais c'est quand même son deuxième avant-dernier combat avant ce combat contre Bakary Sako là. Bref, il ne semblait pas tant à l'aise debout contre Tim Williams, qui est pas un striker du tout, qui est un grinder qui veut t'amener dans la cage, te takedown et travailler son top control. Donc il y a eu beaucoup de clinch dans ce combat-là, et beaucoup de clinch dans les autres combats que j'ai vu de lui, même contre des gars qui sont pas autant clinch heavy comme Williams. Quand même un gars qui est game d'échanger debout, mais je trouve que pour un gars qui fait du karaté, c'est pas crisp ses affaires. Des fois il a l'air à y aller plus avec des combinaisons en hook, puis ça fait que je ne sais pas, je trouvais pas que son striking était génial. Bref, j'ai hâte de voir comment Bakary va dealer avec ça, parce que Bakary va être plus grand, va avoir le reach advantage assurément. Il est 6 pieds 5, un reach de 82 pouces, 92 pouces avec ses jambes. On sait que Bakary aime rester à distance, très dangereux avec ses kicks. Lui aussi, au niveau de la boxe, c'était pas encore parfait. C'est là que ça va être bon de voir deux gars qui sont game d'échanger des points, mais qui sont pas encore top en boxe, voir les améliorations que Bakary va avoir fait. Et puis Bakary a un background en lutte, un background en combat au sol. Ça va être très intéressant de le voir utiliser ça contre Howard, parce que Howard a perdu quelques combats par soumission, puis il a eu tendance à se faire takedown, puis à se faire un peu dominer au sol. Donc je pense que ça pourrait vraiment être ça, l'avenue la plus facile à la victoire pour Bakary Sako. Et c'est pourquoi je vais y aller avec une victoire de Sako, justement par TKO au deuxième round dans ce combat-là. Troisième combat de la soirée, maintenant chez les 170 livres, 2 débuts pro, Johan Lennes affronte Yann Jacolin. Puis c'est intéressant comme combat parce qu'on a une petite rivalité de gym ici. Lennes est à Belleuil, sous les Villeneuve. Jacolin est juste l'autre côté de la rivière Richelieu, au Mont-Saint-Hilaire, sous ProStar MMA. Puis ça va être un duel assez intéressant. Probablement le combat que j'aime le moins avoir analysé sur cette carte-là, cependant, parce que j'aime pas ça, des débuts pro. J'aime pas ça me fier sur du footage amateur. On le sait jamais, la transition entre amateur
puis pro, c'est toute une étape. Au moins, les deux gars vont être à leur début. Et puis, c'est drôle parce que si tu consultes leur profil TKO, Yohan Lainez, ça dit que c'est un boxeur. Yann Jacolin, un artisan du jiu-jitsu brésilien. Pourtant, on dirait que c'est quasiment l'inverse que j'ai vu dans les combats. Lainez est correct debout et bon, mais aime aller de l'avant, lancer des mains pour setuper des takedowns, semble avoir une bonne takedown game, puis où il semble vraiment être le meilleur, c'est sur le top avec son ground and pound. C'est là que je l'ai vu être le plus dangereux dans son combat amateur que j'ai vu, qui est quand même récemment au Montreal Fight League. J'ai regardé sur la même carte le combat de Yann Jacolin, cependant a été matché contre un gars vraiment plus solide que le gars de Yohan Lainez. On doit se le dire, c'était pas mal le jour et la nuit selon moi. Lainez qui a eu un combat assez facile là-dedans, une domination complète du tout. Pour Jacolin, ça a été plus difficile. C'est probablement un takedown en fin de combat qui a donné ce combat-là. Mais il affrontait vraiment un adversaire de plus haut calibre, un gars qui était un très bon striker puis qui n'a pas semblé laisser Jacolin s'installer, qui pourtant dans d'autres combats amateurs que j'ai vu de lui, semble un striker assez confortable, qui a du jiu-jitsu brésilien, mais qui ne semble pas avoir une très grande takedown game. Donc, j'ai quasiment l'impression que c'est Lainez qui aurait l'avantage d'amener ce combat-là au sol, parce qu'il y a vraiment un top control qui semble être assez lourd et du très bon ground and pound, puis il est très actif sur le top, ce qui laisse pas vraiment le temps au gars en dessous à setuper justement des soumissions ou à essayer de travailler pour sortir de là. Jacolin, lui, va probablement être le gars qui va vouloir le plus utiliser la distance game, même s'il est un pouce moins grand que Yohan Lainez, a des bonnes jambes, aime kicker, aime commencer ses combinaisons avec des kicks, aime garder sa distance avec des kicks, et puis utilise peut-être plus un counter-striking qu'un striking qui est de lead, je vous dirais. Donc, j'ai l'impression que ça va être un combat très intéressant parce que je vois Lainez vouloir essayer de leader avec ses mains pour set up ses takedowns puis relancer du bon ground and pound au sol. Et puis je vois Jacolin comme étant peut-être le gars le plus défensif dans ce combat-là, dans le sens qu'il va essayer d'éviter justement que Lainez rentre trop dans sa distance, essayer de rentrer des grosses mains en counter-striking. Et puis, comme son background en jiu-jitsu brésilien l'exprime, va sûrement être en mesure d'être assez défensif s'il se retrouve au sol aussi, et sûrement d'avoir une bonne garde, d'essayer d'embêter Lainez à ce niveau-là. Je le sais juste pas cependant jusqu'à quel point ça va marcher pour Jacolin, puis je pense que je vais pencher pour Lainez dans ce combat-là, juste parce qu'il semble vraiment avoir un style go forward très offensif, et puis si sa défensive est pas à point, là, c'est sûr qu'on va voir Jacolin briller, puis c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Comme je vous dis, c'est un début pro, c'est à peu près les combats les plus difficiles à prédire, mais je vais y aller pour le gars qui va tout le temps de l'avant puis qui veut être super offensif dans tout ce qu'il fait, lancer des mains pour setuper ses takedowns, des gros ground and pound au sol, ne laisse pas vraiment le temps à son adversaire de réfléchir à ce qu'il a à faire. Jacolin, dans tous les combats que je l'ai vu voir, est un gars qui semble un peu plus réfléchi, qui semble un peu plus vouloir prendre son temps pour setuper quelque chose qui a du bon sens, que d'aller de l'avant de façon peut-être un peu aveugle et de lancer des grosses mains puis essayer d'être vraiment le bruiser dans ce combat-là. Fait que je vais y aller avec Lainez ici, je vais y aller avec Lainez par décision parce que je pense que Jacolin est assez tough. Je pense que ces deux gars-là peuvent se donner un excellent combat, premier combat pro mutuel, quelque chose qui va durer 15 minutes, donner du bon cage time aux deux fighters, et puis ça va juste être positif pour la suite. Je pense pour les deux, ça va être une très belle première expérience pour les deux. J'edge en faveur de Lainez par décision ici. Quatrième combat de la soirée maintenant chez les 135 livres, Manny Alfaro contre Tariq Ismail. Et puis ça va être un duel absolument explosif parce qu'on a deux excellents combattants debout. Un qui est très agressif, qui va de l'avant et qui va soigner des grosses mains pour tenter de faire très mal. Et puis l'autre qui est le niveau de striker le plus élevé qu'on a ou presque dans TKO, mais qui est un combattant très patient, très stratégique et très méthodique. Alfaro est bien sûr le boxeur, le headhunter. Ce gars-là a une main droite absolument exceptionnelle, mais est aussi un combattant MMA très complet, probablement plus complet que Tariq Ismail, qui a une bonne lutte de façon défensive puis qui réussit à éviter la majorité des amenés au sol juste avec son movement puis le fait qu'il peut te punir assez sévèrement dans le clinch avec ses coups de genoux. Mais Alfaro est probablement le meilleur lutteur des deux, c'est-à-dire et fort probablement le meilleur au sol en jiu-jitsu brésilien entre ces deux gars-là. Donc ça va être intéressant de voir si Alfaro va peut-être essayer d'amener ça à sa game parce que ça va être le gars qui va aller de l'avant, qui headhunt. C'est un headhunter, c'est un gars qui a une main droite énorme, qui veut te la mettre sur le menton ou en pleine face le plus souvent possible. Et puis ça amène souvent ses adversaires à virer en wrestler contre lui, d'où il montre une très bonne defensive wrestling en général. Mais
Ismaël ne va pas essayer d'amener ce combat-là au sol. Ismaël va probablement vouloir même que Manny Alfaro vienne à lui et puis il va te le garder à distance avec sa kicking game qui est pratiquement la seule chose qu'il fait. Ismaël n'utilise que très peu ses mains et rarement en début de combat. Vous remarquerez qu'en début de combat, Ismaël garde à distance avec des kicks, des gros leg kicks assez solides, très francs. Transfère ça au corps une fois de temps en temps, juste pour être sûr que son adversaire reste loin et qu'il soit au courant qu'à chaque fois qu'il va rentrer, il va payer. Alfaro, je pense pas que c'est un gars qui a peur de payer. Fait que c'est ça qui va rendre ce combat-là explosif, selon moi. C'est un genre de Johnny Baldridge, mais Baldridge, comme nous l'a dit Frédéric Duprat, est un gars qui aime aller de l'avant, qui est quand même très explosif, mais c'est un gars qui explose, puis après qui recule, qui prend son temps, qui calcule, puis qui explose. Plus qu'un gars qui va tout simplement essayer d'aller de l'avant puis d'overwhelm ses adversaires comme Manny Alfaro peut essayer de le faire parce que c'est un gars qui est très complet, qui est en très bonne condition physique et qui a une très grosse main droite et qui est conscient de tous les dommages qu'il peut apporter avec cette main droite-là. Je pense pas cependant que ça va marcher contre notre ami Tariq Ismaël qui est excellent pour garder le monde loin de lui, sa kicking game est absolument redoutable puis va garder un gars à distance et puis quand tu rentres, ben, il te fait payer puis il te fait payer beaucoup. Ça le met tout le temps en avance sur les scorecards naturellement. Puis c'est tellement un gars patient, méthodique qui attend de lancer les bons coups au bon moment. Ça fait malheureusement de lui peut-être une machine à décision. Puis un gars qui à tous les combats on se dit ouais il est super spectaculaire. Mais il me semble qu'il pourrait peut-être nous en donner plus. Essayer d'ouvrir la machine, nous donner un finish. Chose que j'en ai aucun doute qu'il est capable de faire. Mais on l'a pas encore vu faire ça en MMA ici. Je pense cependant qu'il est de loin le striker supérieur. Un des top strikers qu'on a dans l'organisation. Et je dois m'attendre à ce qu'il gagne un combat debout ici contre Manny Alfaro qui va être super game, qui va sûrement rendre ça intéressant. Ça va fort probablement être le meilleur combat de Tariq Ismaël qu'on va avoir vu jusqu'à présent. Mais je m'attends à ce qu'Ismaël en sorte vainqueur par décision tout de même. Cinquième combat de la soirée maintenant chez les 170 livres. Ergis Sigata fait ses débuts chez TKO contre Davis Dos Santos dans un combat qui promet. Sigata, 2 victoires et aucune défaite en carrière, a déjà battu Nicolas Penno, vient de gagner récemment au BTC3, une victoire par décision unanime. C'est un lutteur, c'est un gars, on passera pas par 4 chemins, hein. Échange un peu debout, mais tout ce qu'il fait est en fonction de setup ses takedowns. Un très beau single leg, est capable d'amener les takedowns contre la cage, capable de les shooter en open air si ça marche pas, les amener contre la cage, essayer de chain wrestle de là. Un très bon lutteur, bon top control, assez pesant, ground and pound, pas super puissant, mais ground and pound quand même, c'est un gars qui va réussir à lander du volume sur toi au sol, puis va plus t'avoir comme ça. C'est pas le Davis Dos Santos justement que s'il est sur le top de toi, tu vas voir des gros hooks là, boom, descendre, puis des KO shots carrément du top. Sigata est plus le gars qui va te grinder avec son poids, avec sa lutte, son gros top control lourd et qui va t'envoyer des coups de poing, des coups de coude et va t'avoir à l'usure comme ça. C'est un bon combattant, un gars qui pousse une très bonne pace puis en général un très bon prospect chez les 170 livres. Cependant, c'est toute qu'une tâche que d'affronter Davis Dos Santos qui dit être sur son chemin vers les 155 livres, lui qui n'est pas le plus gros des 170 mais qui est tellement puissant, tellement fort physiquement, une main droite absolument incroyable, un gars qui a réussi, même s'il a une base en jiu-jitsu brésilien, à être un des KO artists les plus redoutés chez TKO, un gars qui est bon en counter-striking, qui est capable de placer la grosse main droite drette ou à le compte au bon moment, qui a droppé la majorité des combattants contre qui il s'est battu. C'est sûr que Yacine Bandou a peut-être été un test un peu trop fort pour lui si tôt dans sa carrière. Lui qui a quand même seulement 5 combats pro, Davis Dos Santos, c'est 4-1, mais sa dernière performance contre Mark Glover à ICB, c'était absolument génial. Très belle performance complète. Il a montré pouvoir faire un 15 minutes, être en forme, être en bonne condition physique pour faire le 15 minutes, toujours garder son pace qui est un très bon pace, surtout quand il se met à travailler. Davis est un gars qui va rechecker des choses, qui va prendre son temps, être patient, mais quand il se met à travailler, il travaille très fort. C'est un gars excessivement puissant, très peu de gens vont matcher sa puissance. Est un bon lutteur aussi, du bon jiu-jitsu brésilien. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir dans ce combat-là, parce qu'il n'y a aucun doute qu'Ergis Sigata va essayer de lutter Davis Dos Santos. Ça me surprendrait juste pas que Davis te le clip en début de combat solidement, le drop comme il a droppé toutes les autres, puis le finisse en ground and pound. C'est quelque chose de très probable, surtout dans le cas de Davis Dos Santos, tu sais. Mais je serais surpris, moi, de voir le Sigata arriver là, puis
lutter avec succès. Puis surtout, j'aimerais que ça aille au sol pour voir le jiu-jitsu brésilien de Davis dos Santos. Peut-être même en dessous, ça serait le fun de voir un petit peu de bottom jiu-jitsu de notre ami Davis qui, selon moi, va sans aucun doute être le meilleur grappler des deux, même si Sigeta a une très bonne lutte et un gars qui pousse un game plan qui est très wrestling heavy. Davis va être le meilleur grappler des deux selon moi. Et puis écoutez, en général, je vois ce combat-là comme étant un peu Dos Santos contre Badouri, dans le sens que je suis sûr que Sigeta va être game, je suis sûr que Sigeta va donner de son mieux, mais je pense que c'est une question de too much too soon pour le jeune ergué Sigeta. J'ai donc Davis Dos Santos ici, puis je vais y aller avec une victoire par soumission. Tiens, au sol, rear naked choke au deuxième round. Je pense qu'il va réussir à appliquer du bon ground and pound, puis Sigeta, qui est très tough, va finir par donner son dos plutôt que se faire TKO. Et c'est comme ça qu'on va voir Davis gagner par soumission, selon moi, au deuxième round dans ce 5e combat de la soirée. On passe maintenant au 6e combat de la soirée chez les 135 livres. Johnny Baldridge est de retour pour son 2e combat TKO et il affronte le petit phénomène qui mange des beignes, Frédéric Duprat. Et puis, ça va être un bon combat, ça. On a un combattant qui est agressif, mais un burst fighter en Johnny Baldridge, un gars qui est patient, qui regarde les choses et quand il voit son occasion, rentre avec un burst d'agressivité qui vient souvent sous forme d'une combinaison de 3 ou 4 coups de poing. Un gars qui a de la puissance dans ses mains, qui est dangereux quand il va de l'avant, quelqu'un que tu peux pas prendre à la légère. La chose que j'ai peut-être un peu moins aimé qu'il a fait dans ses combats, j'ai pas vraiment checké son combat contre Tariq Ismail, je pense que c'est pas un match-up à la Frédéric Duprat du tout, ce qui était le match-up de Tariq Ismail, un combat qui allait principalement se passer debout. Je pense que Duprat, on le sait tous, c'est un gars qui a une très bonne guillotine, qui est un grappler, qui va vouloir essayer de terminer ce combat-là, probablement avec son jiu-jitsu brésilien et probablement assez rapidement. Ce que je disais, c'est que j'aime pas de la manière que Baldridge a tendance à quand il fait son burst, juste perdre sa distance optimale, se retrouver trop proche, puis se rendre compte, je suis trop proche pour lancer des coups de poing, donc je vais clincher, ou donc je vais shooter pour un takedown. Et puis, je pense que ça, c'est une très bonne manière de se faire passer une guillotine au premier round en quelques secondes par Frédéric Duprat. Je pense que Baldridge va essayer une couple de fois de rentrer avec des mains, voir s'il peut faire mal à Duprat, qui est pas vraiment testé debout avant de clinch up, de tie up, mais je pense que Duprat pourrait profiter d'un de ces bursts-là pour lui tenter d'initier un clinch, initier un takedown ou peu importe n'importe quelle position qui va nécessiter du grappling. Je pense que tout ce qui va être grappling risque d'être 100% Fred Duprat dans ce combat-là. Duprat a un bon petit striking aussi. Il a pincé Tyler Wilson assez solidement à son premier combat pro. J'aimerais pouvoir voir Frédéric Duprat se battre debout un peu, essayer de travailler quelque chose contre un combattant que oui, il est agressif, oui, il est dangereux quand il vient de l'avant, mais ça a été le book a été assez écrit contre lui par Tariq Ismail. Dans le fond, si tu joues au Matador avec un gars comme Johnny Baldridge, ça risque d'assez bien aller. Baldridge avait beaucoup chialé sur la surface, disait que c'était très glissant. Maintenant que la surface est changée, on va voir si ça va mieux aller pour lui, ses explosions. Je sais que plusieurs burst fighters, des fighters très explosifs, qui aiment justement aller avec un burst d'attaque comme ça. Les Charles Perez aussi s'étaient plaints au Centre Bell que la cage était très glissante. Donc, ces styles de combattants-là sont affectés quand la cage est glissante. Il paraît que la cage n'est plus glissante maintenant. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va changer dans la game de Baldridge. Je m'attends peut-être à voir une meilleure performance de Baldridge pour le temps que ça va durer. Je ne sais juste pas combien de temps ça va durer parce que j'ai de la misère à penser qu'il va pas se foutre la tête première dans un choke de Frédéric Duprat à un moment ou l'autre. On l'a vu en combat amateur se faire passer un triangle parce qu'il a essayé d'être beaucoup trop agressif au sol et puis je pense que c'est ce qui va arriver. J'ai Frédéric Duprat ici par soumission au deuxième round parce que je veux voir Duprat, je veux le voir se battre un peu, je veux le voir avoir de l'adversité un peu. Ça va m'en dire beaucoup plus long sur le genre de prospect que c'est parce que là à date il n'y a pas vraiment eu de compétition dans la cage, puis oui, ça c'est signe de quelqu'un d'assez spécial, mais John Jones ne serait pas John Jones s'il n'était pas capable de manger un coup de poing comme John Jones est capable de manger un coup de poing, tu sais. Il y a de très bons combattants qui ont juste pas de très bons mentons, qui sont juste pas très durables, fait que c'est deux aspects du combat très importants. On a vu que Duprat était dominant, qui était probablement un des meilleurs prospects au Québec. Maintenant, je veux juste le voir se faire tester un peu pour voir comment il est capable de répondre à ça. Donc Frédéric Duprat par soumission, guillotine, deuxième round.
7e combat de la soirée maintenant, c'est chez les 185 livres et c'est un combat très important pour la suite des choses dans cette division-là parce que le gagnant va être un des top contenders, un gars qui pourrait très bien se battre pour le titre ou affronter Strania Gavrilovic dans un futur très rapproché. Donc on a Mariusz Ksakiewicz qui affronte Joe Vallée. Pour ce qui en est du nom, je me fie à ce que Robin Black a dit en écoutant des combats de Mariusz justement pour me préparer pour analyser ce combat-là. Robin Black qui a commenté plusieurs de ses combats l'appelait Mariusz Ksakiewicz. Donc c'est de même que je vais l'appeler. J'ai hâte quand même de lui demander comment son vrai nom se prononce, c'est-à-dire en personne. Mais bref, il affronte Joe Vallée. Deux très grands gars, 6 pieds 4 les deux gars avec une bonne reach. Je pense que Ksakiewicz devrait avoir une meilleure reach que Joe Vallée parce que Joe Vallée n'a que 77 pouces de reach, ce qui est quand même assez long, mais pas si long que ça comparément à sa grandeur. C'est ses jambes plutôt que c'est intéressant à 91 pouces pour Joe Vallée. Deux combattants qui aiment garder leur distance, mais pour deux raisons différentes. Ksakiewicz aime garder sa distance parce qu'il travaille son jab, c'est un gaucher, puis il travaille très bien son jab, rentre souvent après son jab avec un hook de la main gauche et de là ferme la distance, amène ça dans le clinch et shoot pour des takedowns. C'est une brown belt à jiu-jitsu brésilien. Il a un excellent top control et il a fini la majorité de ses combats au sol avec son ground and pound ou avec l'aide de son ground and pound qui faisait que son adversaire donnait le dos et il finissait ça par soumission rear naked choke. C'est un gars qui a 2 KO, 3 soumissions en 6 victoires, une victoire par décision. Donc combattant qui est très dangereux sur le top avec ses coups de coude particulièrement, quelque chose qu'il fait très bien. Joe Vallée, lui, est un distance striker qui est droitier et qui veut garder de sa distance parce qu'il a un excellent jab et c'est derrière son jab que toute sa game se construit. On a vu de très belles améliorations. Joe Vallée est un gars qui est quand même vieux, je pense qu'il a 32-33 ans, mais c'est un gars qui est jeune en MMA, en âge d'MMA. Il a fait ça depuis que très récemment et puis est un gars qu'on voit encore beaucoup d'améliorations dans sa game et maintenant bien établi au H2O MMA et puis il est revenu de façon géniale à son dernier combat contre Ali Mogdad qui, selon moi, est un genre de duel un peu semblable à celui contre Mariusz Ksakiewicz ici, dans le sens que oui, Mariusz est un peu plus tricky debout à cause de sa long reach et puis du fait qu'il est quand même un bon combattant debout, mais son but ultime va être de closer la distance sur Joe Vallée. Son but ultime va être de shooter sur Joe Vallée, va être de l'amener dans le clinch et essayer de l'amener au sol à partir de là. Puis on a vu Joe Vallée repousser ça de très belle manière contre Ali Mogdad. Oui, peut-être qu'au 3e round, Mogdad a eu plus de succès à réussir à amener ça dans le clinch et quelques juges ont même donné ce round-là à Mogdad. Mais Joe Vallée, avec son combat debout, les 2 premiers rounds étaient en plein contrôle de ce combat-là. C'est sûr que ça va être dangereux si la même chose se passe au 3e round dans le cas de Mariusz parce que Mariusz est un finisher au sol. Il est un gars qui amène ça au sol, ground and pound en complet débile. S'il réussit pas de TKO, ça arrange pour que tu donnes le dos puis tu soumets assez rapidement. C'est pas un gars qui perd son temps, même au sol contre Mika Breakfield qui est un submission threat absolument incroyable. Il a réussi à repousser des tentatives de clé de bras, un flying triangle, un paquet de choses, tout ça pour dès qu'il a eu le temps de s'installer puis lancer quelques coups de coude, ben finir le combat, ça a été à toute fin du round puis il a gagné par TKO retirement à la fin de ce 2e round là. Donc Mariusz Ksakiewicz, c'est pas le gars que tu veux par-dessus toi à te frapper très fort. Vallée lutte bien de façon défensive, lutte beaucoup en camp d'entraînement aussi, ça on le sait, et puis va avoir la chance de s'exprimer contre un autre combattant grand, un gaucher, un duel qu'il a hâte d'avoir parce que c'est un gaucher. Et moi, j'ai tendance à être confiant dans le combat debout de Joe Vallée ici parce que les derniers développements qu'on a vus contre Ali Mogdad, la façon dont il s'est servi de son striking, de son jab pour garder son adversaire sur le qui-vive, de l'empêcher de trop rentrer dans sa bulle et puis de la manière qu'il réussit à se déplacer, à toujours bien bouger pour s'assurer de ne pas donner de belles opportunités de takedown à son adversaire. Je pense qu'il est capable de répliquer ce game plan-là contre un adversaire qui est plus solide selon moi que Ali Mogdad, mais qui, comme Ali Mogdad aussi, a pris une longue pause. Mariusz Ksakiewicz a un genre de parcours assez bizarre. S'est battu en 2011, 2012 et 2013. Il a fait ses 4 premiers combats pro. Ensuite, il ne s'est pas battu de 2013 à 2016. Il s'est battu 2 fois en 2016 contre Mika Breakfield et Douglas McFresh et ne s'est pas rebattu depuis. C'est sûr que c'est un gros nom sur la scène régionale. Il s'entraîne avec un gros gym à Winnipeg où il y a plusieurs vétérans de l'UFC. On parle de Roland
Delorme, Brad Katona maintenant, etc., etc. Donc, un gars qui est très solide, qui est un combattant MMA complet, qui est un gros finisher sur le top au sol et qui est un des meilleurs 185 livres au Canada. Donc c'était difficile pour lui de se trouver des combats, peut-être un peu comme Julien Leblanc notamment, mais là, il est à TKO, va pouvoir disputer des combats. Je ne sais pas si la rouille va l'affecter un peu, mais Joe Vallée, lui, est actif à les dernières années, n'est pas roulé et selon moi, va être le combattant debout le plus compétent des deux. Devra éviter le sol à tout prix. C'est le gros enjeu dans ce combat-là. Je pense que si ça va au sol, ça peut très mal se finir parce que Ksiaskevich a des coups de coude absolument dévastateurs. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais c'est un combattant qui est très, très, très dangereux au sol. Une brown belt en jiu-jitsu brésilien. Un gars qui a un excellent contrôle en plus d'être très dévastateur avec son ground and pound. Donc, Vallée doit éviter le sol à tout prix, mais j'ai confiance qu'il va être capable de le faire comme il a été capable de le faire contre Ali Mogdad. Et j'ai Joe Vallée par décision dans ce combat-là. 8e combat de la soirée maintenant, c'est chez les 170 livres. Et on a Federico Moncayo contre Michael Dufort. Un autre combat excessivement important, surtout pour Michael Dufort. Parce que Stéphane Patry l'a un peu mentionné, s'il gagne ce combat-là et il veut challenge Jesse Ronson à Québec et il n'a pas de blessure, bien probablement que ce combat va être à lui. Donc Michael Dufort qui se bat pour potentiellement recevoir un title shot après ce combat-là dans sa nouvelle division des 170 livres. Il affronte Federico Moncayo, un Brésilien qui est né à Uberlandia, qui habite maintenant aux États-Unis. Il a sa propre école de jiu-jitsu brésilien, les Black Belts, depuis assez longtemps. C'est un bon, très bon calibre de jiu-jitsu brésilien. A la même fiche que Michael Dufort, 5 victoires, tous par voie de soumission, 2 défaites. La seule différence entre lui et Dufort, c'est que lui, ses 2 défaites sont par finish. Il a perdu une fois par guillotine, une fois par spinning heel kick KO. Dufort, lui, a perdu ses 2 premiers combats professionnels, on le sait, mais c'était par voie de décision. C'était contre Carl Nelson et Mario Pereira, 2 très sérieux combattants. Il a gagné ses 5 combats par première ronde, par soumission, depuis. Et puis, à quoi s'attendre de ce combat-là? Moncayo est un gars qui est fait quand même assez grand, qui est fait quand même assez long. Un bon reach 72, mais bizarrement, Michael Dufort a plus de reach que lui avec ses mains. C'est peut-être par le fait que Michael Dufort n'est peut-être pas le plus grand des gars à 5 pieds 9, mais a d'étrangement longs bras. C'est un gars que s'il pourrait vraiment tomber dans une game de Darce ou dans une game d'Anaconda, serait encore plus dangereux qu'il l'est déjà selon moi. Et puis, ça va être intéressant de voir parce que Moncayo est bon debout, semble assez violent avec ses combinaisons, est un gars qui est patient, travaille quand même en counter-striking, mais quand décide de rentrer, rentre avec des combinaisons et rentre assez wild, merci, semble vouloir mettre pas mal tout derrière ses shots, n'empêche que son bread and butter, ben c'est sa black belt au sol, c'est son jiu-jitsu brésilien, et je vous le dis, je vous le dis à toutes les fois, puis je vais vous le redire, Michael Dufort au sol peut soumettre absolument n'importe qui dès qu'il a la main sur eux, que ce soit avec sa guillotine, avec son rear naked choke. Il a un meilleur top control de plus en plus. Mick Dufort contrôle bien sur le top, il lance du bon ground and pound. On l'a vu contre Colin Bakey, il est très agressif à ce niveau-là et c'est ça qui a fait que Bakey a donné son dos. Souvent, Dufort enchaîne bien ses strikes, chose que Moncayo au sol ne fait pas vraiment. D'un, va aller chercher son takedown, si ça marche pas, va pull guard dans un heel hook. Il a réussi, je pense, à son dernier combat de heel hook en 51 secondes. C'est une stratégie qu'il y a clairement, mais Moncayo est vraiment plus grappling type au sol, un gars qui utilise un peu moins de ground and pound, qui essaie vraiment d'y aller très jiu-jitsu, et il y a un très bon jiu-jitsu brésilien. L'affaire, c'est que je pense qu'il va peut-être sous-estimer Dufort au sol. Oui, Dufort a 5 victoires en 5 soumissions. Si tu as vu un peu des films sur lui, tu vois qu'il y a un très bon grappling, mais tu vois aussi que ses adversaires ne sont pas dans la même ligue que lui au niveau du grappling, et ça de très loin. Et puis Moncayo le voit, ça. Moncayo est une black belt très expérimentée en jiu-jitsu brésilien, puis doit se dire, ouais, tu sais, une petite mauve ici qui a affronté des gars qui étaient pas de son calibre en jiu, qui, tu le vois, il y a une bonne technique. Tu vois Mick Dufort au sol, tu le vois, c'est un bon grappler, c'est assez clair, mais tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'est de rouler au sol avec Mick Dufort tant que ça ne t'est pas arrivé. Et puis je vous le dis, j'ai vu Mick Dufort taper des black belts auparavant, et pas rien qu'une fois, là, wow, check ça, il a tapé une black belt puis il revient chez eux bien fier parce que c'est la première fois que ça y arrivait. Ça y arrive littéralement à toutes les fois qu'il roule. Mick Dufort a un style de jiu-jitsu qui est 100% ancré sur la soumission. Je n'y ai pas contrôlable au sol. C'est un gars qui a des hanches absolument incroyables. On l'a déjà vu rester en dessous du gars puis quasiment réussir à transférer ses hanches jusque dans le dos quand le haut de son corps est encore semi en dessous du gars en train de transférer justement. Donc
excessivement flexible de tous ses membres et quasiment comme une couleuvre dans la manière qu'il est capable de déhancher et de prendre des positions bizarres dans le but d'être en mesure justement de compléter son choke, de compléter sa transition, de compléter son guard pass, son sweep, peu importe ce qu'il essaye au sol. Je vous le dis, Mick Dufort est un des meilleurs grapplers que j'ai vu dans ma vie, probablement le meilleur grappler avec qui j'ai eu la chance d'échanger au sol, puis je vous niaise même pas quand je vous dis que Michael Dufort là, c'est quelqu'un de très spécial au sol. Je le dis, on dirait que j'essaie de vendre mon point à toutes les fois. Je pense que c'est peut-être ce combat-là qui va nous le prouver parce que Moncayo pourrait avoir quelque chose de bon pour lui s'il gardait ça debout. Je pense que même si Dufort travaille beaucoup sur son combat debout, c'est la chose qui va toujours être un peu en arrière. C'est sûr que ça va être en arrière de ce grappling-là parce que son grappling est absolument incroyable. Un gars qui est 100% ancré sur la soumission. Je serais pas surpris qu'on le voit peut-être prendre un crucifix dans ce combat-là, c'est chose qu'il va chercher littéralement dans n'importe quel scramble, et puis nécessairement si Moncayo va essayer directement ses jambes, il va y avoir des scrambles dans ce combat-là, et puis Dufort dans le scramble réussit toujours à accrocher, à hooker un de tes bras avec ses jambes, puis se retrouve soit dans ton dos avec un bras trap, ou se retrouve en crucifix contre toi, deux positions absolument horribles, puis je pense que Moncayo est le genre de gars qui va initier des scrambles, qui va permettre à Dufort d'essayer ces choses-là dans ce combat-là. Et puis ma prédiction, Mick Dufort soumission premier round. Là vous me dites, ben quoi, contre une black belt favor, contre une black belt de très haut niveau en Moncayo, il va le faire. Je vous le dis qu'il va le faire. Puis je pense que le fait que Moncayo ait déjà perdu par soumission d'un, ça veut en dire assez long. Surtout que c'est une guillotine, qui est le meilleur move de Mick Dufort. D'ailleurs, très bon rear naked choke, très bon tout. Mais c'est la guillotine, son move, je vous le garantis. Et puis, je pense qu'il va le soumettre au premier round, tout simplement. Puis si vous me croyez pas, ben attendez de voir. Je vous le dis, ça va arriver. Mick Dufort, soumission au premier round. On passe maintenant aux choses sérieuses parce que le 9e combat de la soirée, le premier combat de championnat de la soirée, c'est chez les 125 livres et ça oppose James Mancini au champion Malcolm Gordon. Et puis je vous le dis personnellement, c'est mon deuxième combat le plus attendu sur la carte, devant Généreux Jourdain, devant le combat à Michael Dufort, à Joe Valley, devant le combat poids lourd de championnat qu'on va parler dans quelques instants. Je vous le dis, c'est un grappler's delight, ça. C'est le jiu-jitsu incroyable de Malcolm Gordon contre la lutte incroyable de James Mancini. Et puis je vous le dis que ça va arriver comme ça parce que oui, Malcolm Gordon, faut se le dire, est un excellent striker et probablement de prime et d'abord un excellent kickboxer. Un combattant debout très explosif avec une très bonne technique, des bons leg kicks. Fait ou bien, très bon debout comme je l'ai dit, mais James Mancini est un lutteur qui lutte et qui lutte sans arrêt. C'est un gars qui est tireless, on l'a vu dans son dernier combat contre Cleveland McLean. Le premier round était peut-être un petit peu plus difficile, McLean se défendait bien, avait de bonnes techniques, mais James Mancini ne sait faire qu'une chose, c'est aller de l'avant, de clincher contre le cage, puis chain wrestle, jusqu'à temps que ça marche, puis ça finit pas mal toujours par marcher, parce que le gars n'a pas peur de rien, va de l'avant, a une gas tank qui est infinie, qui est bonne pour les 15 minutes, qui va être prête pour les 25 minutes. Ce gars-là est un savage dans le gym, a littéralement pas arrêté de s'entraîner entre ses deux derniers combats. Donc, James Mancini, conditioning, c'est A1. Ça va être la lutte qu'il va pousser, il va tenter, parce qu'il n'y a pas le choix. Il peut pas vraiment se permettre d'échanger longuement debout contre Malcolm Gordon. Oui, je le sais qu'il s'entraîne avec les frères Grant en boxe, il s'entraîne avec Lou DiBella en kickboxing. C'est une très grosse équipe à l'entour de lui. Il va avoir Georges Saint-Pierre dans son coin pour ce combat-là. Donc, James Mancini va là équipé pour gagner, mais ça va être difficile pour lui de penser pouvoir se battre debout contre Malcolm Gordon, qui est vraiment une belle petite coche en haut de lui, un gars qui fait ça depuis vraiment plus longtemps que lui, puis que c'est pas mal sa base dans le combat, que le combat debout. Donc, je vois Mancini vouloir lutter à tout prix contre Malcolm Gordon, puis va être le meilleur lutteur entre lui et Malcolm Gordon, et probablement le meilleur lutteur dans TKO, point. Un des meilleurs lutteurs au Canada, tout simplement. Donc, je pense que James Mancini va réussir à lutter avec succès. C'est là que ça va devenir excessivement intéressant, parce qu'on a vu Malcolm Gordon contre Jordan Graham, ses soumissions. Sa game au sol est très agressive, autant sur le top qu'en dessous. Je peux pas
calculer ça avec le fait que Mancini, ses seules défaites sont venues par voie de soumission dans des combats qu'il dominait, qu'il out-wrestlait les gars, puis boum, il s'est fait prendre dans une soumission. Je sais qu'il a beaucoup travaillé sur son jiu-jitsu à rendre sa game le plus complète, le plus défensivement consciente. Mais Malcolm Gordon a réussi à jouer le coup à Jordan Graham, qui est lui-même un excellent grappler, qui avait facilement out-grappled James Clark, qui est lui-même un excellent lutteur. Donc, je pense que Gordon est pas mal un des gars les plus dangereux au sol dans cette division-là en termes d'attaquer des soumission. Mancini n'a que perdu par soumission dans sa carrière dans des combats qu'il dominait. Puis je le sais qu'ils vont se retrouver dans ces positions-là parce que Mancini, il n'y a aucun doute qu'il va essayer de lutter pour pas trop se battre debout contre lui. Donc, j'ai pas le choix d'y aller avec Malcolm Gordon ici par soumission au 3e round. Je pense que ça va probablement être quelque chose comme une guillotine. On passe maintenant au 10e combat de la soirée, c'est chez les poids lourds, c'est le combat de championnat. Ciryl Gane fait finalement ses débuts professionnels, ses débuts chez TKO contre Bobby Sullivan, Bloody Bobby. Ça va être incroyable, un combat qui nous promet des étincelles. Ciryl Gane, 12 victoires, aucune défaite en Muay Thai et en kickboxing professionnel en France. C'est probablement le meilleur striker pur en France chez les poids lourds. Ça mène chez TKO, un gars qui a de très beaux accomplissements derrière lui, de très belles bases en combat Muay Thai. C'est un niveau de striker qu'on voit très rarement ici. Comme un peu Sébastien Ruiz, je vous dirais que la comparaison peut être faite, mais bien qu'ils n'ont pas nécessairement le même style. Gane est un gars que, selon les vidéos que j'ai vues de lui, ne s'est pas vraiment reculé. C'est un gars qui va de l'avant, qui travaille en combinaison, qui ne semble pas être vraiment un one-punch KO power artist comme Bloody Bobby peut l'être, mais un excellent volume striker, un gars qui va mettre du volume sur toi et qui va t'avoir à l'usure. Du moins, c'est ce qu'il a fait dans la majorité de ses combats Muay Thai qu'il a principalement gagné par finish, par TKO. Donc, un combattant très dangereux. Ça va être très intéressant de voir comment sa game va se transférer en MMA. Et puis, c'est un peu ça mon concern ici, parce que Bloody Bobby Sullivan, c'est une copie conforme d'Adam Daichka. Pratiquement, ils font quelque chose différemment, mais c'est principalement des boxeurs qui aiment aller de l'avant et qui ont une énorme main droite. Adam aime bien la lancer en overhand, Bobby aime bien la lancer en uppercut, bien que les deux font les deux. Bref, donc c'est pas un gros changement dans la préparation de Ciryl Gane. C'est probablement un duel, comme je l'ai déjà dit, qui est un peu plus équitable selon moi, parce que Adam a beaucoup d'expérience professionnelle, puis demandez-le à Bobby, c'est pas une bonne chose que de faire ses débuts pro contre Adam Daichka. C'est un match-up qui est excessivement difficile. Donc, Ciryl Gane a peut-être une petite amélioration au niveau de ses chances ici, mais j'ai quand même beaucoup de misère à y aller pour le combattant français. Et ça pour la simple et unique raison que je ne sais pas de quoi tout le reste de sa game alive. Oui, c'est un gars qui est un striker pur de très haut niveau. Ben, Bloody Bobby, c'est un gars qui a un excellent coach de lutte en Jeff Blight, qui s'est beaucoup préparé parce que lui aussi vient d'un background amateur en striking, en boxing, en kickboxing. Donc, un gars qui a beaucoup travaillé sa lutte parce qu'il y a des combats amateurs qui s'est fait takedown et ça n'a pas bien été pour lui à ce niveau-là. Donc, a vraiment essayé d'arranger sa game pour devenir un bon lutteur. On a vu contre Blake Nash, ça a été très difficile pour Blake Nash que de l'amener au sol. Donc, intéressant de voir comment Bloody Bobby va justement utiliser ce grappling advantage qu'il va nécessairement avoir contre Ciryl Gane. S'il se fait toucher beaucoup, puis ça ne fait pas mal, mais il reçoit du volume, puis il sait qu'il est derrière dans le combat, peut-être qu'il va réussir à amener ça contre la cage, peut-être qu'il va se décider de shooter takedown contre un gars qui est un néophyte au niveau du grappling, on doit se le dire. Ciryl Gane n'a probablement pas beaucoup d'expérience au sol, n'a probablement pas beaucoup d'expérience en lutte gréco-romaine non plus. Ça fait que très peu de temps qu'il s'entraîne pour les arts martiaux. Mais c'est pas ça mon principal concern, ma principale crainte dans le cas de Ciryl Gane. C'est le fait que ce ne sont pas des 5 minutes qu'il dispute en kickboxing et en Muay Thai pro. Donc Ciryl Gane, pour la première fois de sa vie, va se retrouver 5 minutes sans arrêt dans un combat d'arts martiaux mix avec les plus petits gants qu'il aura jamais reçu des coups avec, contre un des plus gros power punchers et un des gars qui a du cardio, qui a de l'endurance et qui est excessivement durable. Donc même si Ciryl Gane a le dessus en début de combat parce qu'il lance du bon volume, il est le combattant debout le plus expérimenté des deux, il est celui qui a la meilleure technique, je pense qu'il va commencer à son pic et ça va seulement aller en descendant dans son cas. Contrairement à Bloody Bobby qui peut commencer assez fort, mais qui est capable de maintenir cette pace et qui est habitué à faire des 5 minutes dans une cage d'MMA professionnelle, chose qui n'est jamais encore arrivée dans le cas de Ciryl Gane. Donc autant Ciryl Gane devrait avoir l'avantage debout, devrait être le meilleur combattant debout, le gars le plus technique et le gars que si tu lui donnes un striking match peu, devrait pouvoir outstriker Bloody Bobby bien.
se retrouve contre un power puncher qui est très durable, qui est capable de prendre ce punishment. Tu sais, contre Adam Dajka, le combat était fini parce que l'arbitre voyait clairement le bicep de Bloody Bobby qui était plus à la bonne place, puis il y avait déjà une main cassée en plus de ça, puis tout ça, mais c'est plus un TKO stoppage via injury qu'un TKO stoppage parce que justement il était plus dans le combat, puis il a fallu que l'arbitre arrête ça. Donc Bloody Bobby, excessivement durable, bon conditionnement physique, très bon boxeur, un gars qui va sûrement être capable de se débrouiller debout avec ses mains contre un gars comme Cyril Gane. Et puis, un gars qui a le conditionnement, qui a l'expérience d'un 5 minutes en MMA. Et puis je pense que Gane va probablement être très bon au premier round. Après ça, ça va diminuer. Je pense que même d'ici la fin du premier round, on peut peut-être voir une baisse de régime chez Gane. Et puis j'ai Bloody Bobby Sullivan. Je l'ai par TKO. Parce que je pense que Gane est très tough et capable de manger un bon punch. Va peut-être plus se faire stopper par l'arbitre que se faire sortir de sa conscience. Mais j'ai Bloody Bobby, deuxième round TKO dans ce combat-là. On passe au 11e combat de la soirée. Maintenant, un des combats les plus attendus depuis plusieurs années au Québec. C'est Charles Jourdain contre Kevin Généreux. Ils se rencontrent à 150 livres dans le milieu de leurs deux weight class pour se livrer un super fight de tous les instants. Deux des strikers les plus aimés, les plus explosifs, qui ont le plus de finish, les plus spectaculaires. Deux des combattants qui ont le plus gros fanbase au Québec. Ils vont finalement se faire face dans un combat qui était excessivement attendu. Probablement le combat que les gens attendent le plus sur cette carte-là. Point final. Donc, quel duel absolument exceptionnel. Ça va être tout un combat. Et puis, c'est de loin le combat que j'ai le plus de misère à analyser sur toute la carte, je dois vous le dire. Ça, le combat principal duquel on va parler bientôt. Et puis, Lennes contre Jacqueline. C'est les trois combats que, avant de commencer à vous parler, je ne savais pas où je m'en allais avec ma prédiction du tout. Donc, je vais juste vous parler justement des duels de style. Puis, on va voir ce qu'il y en est. Donc, Généreux contre Jourdain, c'est vu comme étant vraiment le combat de la puissance contre l'agilité. Kevin Généreux est un gars qui ne joue pas vraiment dans l'artifice. C'est un gars qui a beaucoup de combats amateurs, plus de 50. C'est un kickboxer, un boxeur très puissant, très solide, avec une très belle base, très belle technique. Un combattant qui est capable d'être patient, de bien placer ses coups. Mais un coup que ça commence à échanger, c'est en combinaison, en plein milieu d'un échange. C'est là qu'il excelle. Kevin Généreux est un gars qui veut rendre ça dirty, qui veut rendre ça méchant, qui, à la limite, veut rendre ça un brawl, une bagarre. Et puis c'est là que sa technique supérieure ressort parce qu'il est habile dans une bagarre, il est habile en échange. Et puis souvent, finit par être le gars le plus technique des deux dans cette bagarre-là. Et c'est là qu'il réussit à aller sortir ses plus grands moments, ses plus grands KO. C'est sûr qu'il est capable de juste lire son adversaire puis boum, te placer une belle main droite en plein milieu de la place comme il a fait à Matarlo. C'était assez exceptionnel ça aussi. Mais Kevin Généreux, moi ce qu'il définit selon moi, c'est sa résilience. C'est un gars qui n'accepte aucune position, qui travaille sans arrêt, peu importe où, que ce soit debout. Il lance de gros volumes de strike, même s'il lance avec puissance, c'est un gars qui lance beaucoup. C'est dans le clinch, il n'accepte aucune position. Au sol aussi, contre Jérémy Caponi, on l'a très bien vu. Un gars qui est en très bonne condition physique, qui est capable justement de s'engager dans un high-pace fight sans manquer de jus. Et un gars excessivement durable parce qu'il thrive dans les échanges, il est bon pour donner des gros coups de poing pendant que son adversaire est en train de lancer. Puis pour ça, c'est un style que tu vas te faire frapper une fois de temps en temps. Puis t'as pas le choix d'être durable, d'être un gars qui est capable de manger des bons punchs. Et un gars que tu n'auras pas à l'usure vraiment, tu sais, Kevin Généreux est justement le gars qui va tellement put un pace sur toi, rendre ça méchant, rendre ça dirty, que c'est ses adversaires qui vont manquer de jus avant lui, puis c'est là que son conditionnement supérieur vient prendre le dessus, puis il permet de récolter des finishes. On a vu ça contre Jérémy Caponi notamment, mais est-ce qu'à 150 livres, il va avoir moins de conditionnement? C'est une question que je me pose, parce que Kevin Généreux est un lightweight de taille normale, là. Je sais pas qu'il est plus gros que les autres, n'est pas plus petit que les autres, et exactement la définition d'un lightweight, un gars de 5 pieds 10, 5 pieds 11 qui doit se traîner à 185 à 190 livres à peu près selon moi. J'ai jamais vraiment demandé, mais c'est mon estimation quand je le regarde par rapport à moi, mettons, puis que j'essaie de comparer un peu. Bref, tout ça pour dire, un lightweight normal doit couper 5 livres de plus. Charles Jourdain, c'est 5 livres de moins qu'il a à couper, et puis Charles Jourdain justement n'est pas un petit frame, mais un 5 et 9, mais un très bon 5 et 9. Au niveau de la reach, les mains, c'est identique. Au niveau des pieds, c'est Charles qui a une reach de 2 pouces sur Kevin Généreux auprès des pieds. Et puis ça va jouer en grosse partie dans la game de Charles Jourdain, qui est le gars agile, qui est peut-être le striker qui aime
le plus se battre à range. On s'entend que Kevin Généreux, s'il peut être dans le pocket puis échanger des grosses mains lourdes avec toi, c'est ça qu'il aime faire. C'est ça son bread and butter. Il est un bon distance striker, tout, il est capable. C'est un kickboxer, il a des kicks, il est capable de tout faire ça. Mais sa game est plus dans le pocket, sa game est plus un bruiser style, gros power punch, essayer de faire mal à son adversaire. Puis, tu sais, l'avoir une guide de trancher, puis à chaque fois que tu manges un coup, tu vois ta barre en haut là, qui diminue. Puis Kevin Généreux, sa barre, elle diminue moins vite que les autres, c'est ça qui fait qu'il est si dangereux puis si redoutable dans un combat. Charles Jourdain préfère être à distance, grosse kicking game, garde ses adversaires à distance avec ses kicks, ça va être une grosse clé dans ce combat-là, parce que Charles Jourdain ne peut pas juste décider d'échanger coup pour coup avec Kevin Généreux. Ça, c'est un scénario complètement non envisageable pour lui, et il sait très bien s'il y avait un gars qui étudie beaucoup la game en général, qui étudie ses adversaires, qui aime regarder les petites tendances à ces choses-là, gars qui a une mentalité très stratégique, une approche très stratégique, même si quand il arrive dans la cage, c'est un gars qui aime s'exprimer avec des techniques plus flashy, il aime lancer des flying knees, des spinning back kicks, des spinning back fists, des choses comme ça. C'est un gars qui a une façon très méthodique d'approcher la game, puis qui aime justement regarder ces petites tendances-là. Puis la clé pour lui, ça va pas être compliqué dans ce combat-là. Ben oui, ça va être compliqué là, parce qu'il va y avoir Kevin Généreux devant lui, puis il n'y a rien de simple quand t'as Kevin Généreux devant toi, en fait. Mais c'est beaucoup de kicks pour garder la distance, beaucoup de mouvements, et puis d'éviter de se retrouver dans la pocket, de se retrouver dans des échanges, parce que c'est là que Kevin Généreux va l'avoir. Charles Jourdain doit être le counter-striker, doit être en mouvement en tout temps dans ce combat-là, planter ses pieds, lancer un bon kick pour que Kevin Généreux ne réussisse pas à entrer dans la distance, puis continuer, mouvement circulaire, mouvement in and out, très important quand il va rentrer, justement, planter ses pieds, boum, lance ça, sa combinaison ou son kick ou n'importe quoi, doit sortir rapidement. Head movement, super important, jamais garder sa tête sur une ligne droite, parce que Kevin Généreux, si tu laisses ta tête sur une ligne droite, va te la pogner solidement. Puis pas juste à la tête, très bon coup de poing au corps aussi. C'est un boxeur très expérimenté, Kevin Généreux, et puis ça va nécessairement être un combat absolument génial. Je le sais que les deux sont préparés à la guerre, les deux sont préparés à finir l'autre, c'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je m'attends personnellement à une décision dans ce combat-là. Pas une décision longue, ça va probablement être un des plus fous 15 minutes qu'on va avoir vu. Peut-être pas une guerre de tranchée à la Louis Jourdain contre Tony Laramie. Je pense pas que c'est vraiment dans le style de Charles. Charles aime plus être un striker pur qui essaie d'y aller avec des belles techniques, des belles échanges de techniques. Mais je m'attends à ce qu'on voit vraiment un beau combat debout très relevé qui va se rendre à la décision. Et puis là, c'est le temps de faire ma prédiction. Puis je vous ai énuméré le style match-up. Puis je suis pas encore vraiment capable de vous faire une prédiction. C'est un combat qui est absolument incroyable, pour être bien franc avec vous. Puis faut que j'y aille. Je pense que si Charles Jourdain réussit à garder sa distance, il va sûrement réussir à se sauver avec la décision aussi, parce que je le vois justement lander un bon volume de kick, essayer de garder ça à distance, puis vraiment peut-être slow down le pace, faire de ça pas un brawl, pas une guerre, un combat vraiment méthodique et stratégique debout, chose que Kevin Généreux fait bien. Mais je pense que si Charles Jourdain réussit à garder la distance, il va profiter assez bien du petit 2 pouces de jambe qu'il y a sur Kevin Généreux, puis je pense que c'est peut-être ça qui va en venir à faire la différence dans ce combat-là. Si vous aviez de l'argent à mettre, ne gagez pas sur ce combat-là. Je ne sais pas qui va gagner. Je dois faire une prédiction, fait que je vais dire Charles Jourdain par décision, mais écoutez, c'est pas comme si je le savais. Je pense que c'est ça, comme j'ai dit au podcast, c'est un combat que la seule manière qu'on va savoir comment le match-up va play out, c'est quand on va être en train de le voir play out sous nos yeux. On a beau essayer d'analyser ça de n'importe quelle façon, mais c'est un match-up absolument incroyable. Puis on va le voir quand ça va arriver. J'ai juste tellement hâte. Fait que c'est ça qui est ça pour ce match-up-là. On y est maintenant, combat principal de la soirée, le combat pour le championnat des 145 livres TKO et la suprématie canadienne dans cette division, parce que entre vous et moi, le gagnant de ce combat-là est de loin le meilleur 145 livres au Canada. On a Alex Morgan contre TJ Laramie, le rematch, et puis commençons par parler du premier combat qui a été assez intéressant, assez explosif. TJ Laramie, très agressif dans ce combat-là, s'est rivé plusieurs fois le nez directement dans des 1-2 très solides d'Alex Morgan, dont celui qui a terminé le combat.
pas mal tout le monde s'entend pour dire que le stoppage dans ce combat-là n'était pas bon. Peut-être que Morgan aurait réussi à finir le combat quelques instants plus tard s'il avait eu la chance de lander un peu de ground and pound au sol et tout. Mais c'est autant plate pour Alex qui se retrouve avec une grosse victoire un peu teintée que pour TJ qui se retrouve avec une défaite un peu fluky, qui a pas eu la chance de se faire finir pour vrai dans ce combat-là. Mais c'est du passé, on va avoir la chance de voir le rematch et j'ai l'impression que ce combat-là a un peu été un point tournant dans la carrière de TJ Laramie parce qu'il est arrivé après contre Jimmy Spicuza. Il a été très patient, très stratégique avec son striking, plus en plus de head movement, plus game de rester at range puis de vraiment essayer d'avoir des bons reads sur son adversaire avant de rentrer avec des mains. C'est sûr que TJ Laramie reste un combattant qui aime lead, par exemple. Ça reste pas un grand counter-striker. Il est capable, c'est quelque chose qu'il fait, mais il aime aller de l'avant. Il aime être celui qui initie les attaques parce qu'il est capable de justement faire douter son adversaire avec ses mains, puis après, pouf, changer de level, puis aller pour des level change, où il y a une très bonne lutte. On l'a vu contre Charles Jourdain, évidemment, combat qu'il a dominé avec sa lutte du tout au tout pour remporter la ceinture. Son dernier combat contre Joe Luis Nogueira, ça a été une couronnation complète pour TJ Laramie, qui s'est établi comme un des top prospects au monde dans cette division-là, et un des meilleurs combattants qu'on a vu en un très long moment sur la scène canadienne. Et puis, ce combat-là contre Morgan, je m'attends à ce que ça soit complètement différent du premier. Je m'attends à un combat beaucoup plus lent, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus stratégique, parce que je pense que les deux combattants auraient vraiment l'avantage à jouer le Counter-Striker dans ce duel-là. Dans le cas de Morgan, c'est assez flagrant. Pourquoi? C'est ça qui a fait le premier coup. Il a laissé Laramie être agressif, venir à lui, puis boum, il a utilisé sa reach advantage énorme de genre 8 pouces. Il est 73 pouces de reach avec ses mains pour Alex Morgan, comparé à 65 pour Laramie. Oui, Laramie mesure juste 5 pieds 5 et est habitué de se faire out-reach, mais c'est vraiment Alex Morgan, le premier gars qui a semblé vraiment lui donner de la difficulté avec cette reach-là. Et puis, on l'a vu dealer avec la reach de Charles Jourdain assez bien en juste y allant avec des takedowns. Et puis, c'est sûr que Morgan s'est fait out-wrestle par Nogueira aussi dans son dernier combat. Ben, son avant-dernier combat, en fait, la fois qu'ils se sont affrontés. Je sais pas pourquoi j'ai dit son dernier combat, mais. Et ça s'est fait out-wrestle par Nogueira, un gars que Laramie a lui-même out-wrestle. Mais le reach match-up en est pour quelque chose dans ce combat-là entre Laramie et Morgan. C'est pour ça que je dis que les deux auraient l'avantage, selon moi, à jouer au counter. Parce que si TJ Laramie réussit à laisser Alex Morgan venir vers lui, un peu comme Peter Pettis le fait. On le sait que Morgan est un gars qui reste toujours stratégique, qui reste toujours pensif et qui vient placer ses bonnes strikes, qui va pas aller de l'avant puis faire le con pour le but de donner un gros show puis de faire le combat de l'année, tu sais. Est un gars qui aime très bien être patient, être méthodique, puis essayer de bien placer ses coups de poing. Je pense que si Laramie décide de ne pas aller de l'avant, de ne pas être le combattant agressif, puis de laisser Morgan venir à lui, il y a des chances qu'il pourrait avoir des bons reads, puis son mouvement in and out est de mieux en mieux, son head movement est de mieux en mieux. Il fait de belles choses, justement, pour contrer le reach advantage de ses adversaires, et puis depuis le combat contre Alex Morgan, j'aime son approche plus stratégique au striking et je pense que s'il laisse Morgan venir à lui, il peut peut-être le déjouer de cette façon-là, soit en landant des grosses overhands. Quand que Morgan rentre, il réussit à rentrer, puis c'est Morgan qui coupe la distance comme lui. Laramie a juste à duck, il allait avec des hooks, des overhands, des uppercuts, n'importe quoi. Il y a plein de choses qui peuvent potentiellement passer s'il laisse Morgan closer la distance pour lui. C'est sûr que Morgan va par exemple essayer de garder TJ Laramie au bout de ses bras. Et puis ça, c'est quelque chose qu'Alex Morgan fait très bien en général. Donc ça va être quelque chose de difficile pour TJ Laramie. Mais je pense que s'il laisse Morgan couper la distance pour lui, ça va lui donner la chance de lander des mains. Puis quand il va lander des mains, ça va ouvrir sa takedown game. Puis sa takedown game va être la clé de la victoire ici pour TJ Laramie. Il va devoir out-wrestle Alex Morgan, passer du temps au sol par-dessus lui. Puis il a un très bon top control, très lourd top control pour un petit gars. Et puis j'ai aucun doute
que si Laramie réussit beaucoup de takedowns dans ce combat-là, va finir par gagner. Je pense vraiment que ça va être dans la stratégie précise des deux combattants, que d'être le counter-striker, de laisser l'autre venir vers lui dans le combat, parce que pour Laramie, ça va aider à set-upper des takedowns en open air, qui sont littéralement la meilleure manière de takedown, les gars. De plus en plus, si tu luttes contre la cage, les gars sont bons que la lutte contre la cage. Alex Morgan a une très bonne defensive wrestling. On se rappelle là, contre Nogueira s'est fait out-wrestle, ça a quand même été une split decision, ça a quand même été un combat où Morgan a assez bien travaillé défensivement en lutte pour qu'il y ait un des trois juges qui lui donne le combat. Donc, Laramie, ça va être de lander des open air takedown, puis ça c'est en laissant Morgan venir vers lui, puis quand il y a hors d'équilibre, passer en dessous, y aller avec un gros takedown, avoir du tas de contrôle au sol. Donc Laramie va vouloir être le counter striker, Morgan va vouloir être le counter striker pour continuer ce qu'il a commencé dans le premier combat, le toucher avec ses 1-2, toujours garder Laramie au bout de ses bras, parce que Laramie n'a que 71 pouces de reach avec ses jambes, c'est 2 pouces de moins de reach que Morgan a avec ses bras. Donc si Morgan réussit toujours à garder TJ Laramie au bout de ses bras, Laramie ne sera pas dans le range pour même toucher à Alex Morgan, puis ça va mal pour set up des takedowns ou du clinch control contre la cage ou des choses comme ça. Donc les deux vont vouloir être les counter-strikers. Selon moi, c'est la clé de la victoire. Le counter-striker aura l'avantage dans ce combat-là. Maintenant, qui sera le counter-striker? J'ai pas le choix d'y aller avec Alex Morgan parce que c'est une game qu'il a plus naturellement dans son arsenal. C'est quelque chose qu'il fait bien, qu'il a bien fait auparavant, notamment contre Laramie dans le premier combat. Laramie, c'est un effort conscient pour lui que de ne pas être celui qu'il est, de ne pas être celui qui pousse l'action, même s'il est plus patient, reste un gars qui aime mettre la pression, qui aime pousser l'action, qui aime être le gars qui lead dans ces combats-là. Donc, ça va être de se battre un peu hors de son style pour TJ Laramie que d'être le counter-striker. Puis être un counter-striker, ça rentre pas mal dans la game d'Alex Morgan, quelque chose qui est capable de très bien faire, de très bien implémenter dans ses différents combats. Donc, ce n'est pas une prédiction facile du tout, mais ma prédiction aussi, c'est qu'Alex Morgan va réussir à garder TJ Laramie au bout de ses punches pour la majorité du combat. Je m'attends à ce qu'il se fasse takedown une couple de fois. Je m'attends à ce que Laramie aille chercher des rounds. Je m'attends à une décision pas mal serrée, un 3-2 ou peut-être un 4-1 serré, mais je pense que Morgan va réussir la majorité du temps à lander les meilleurs coups en counter-striking, à garder Laramie loin de lui avec ses mains, avec ses pieds. Et c'est comme ça qu'il va aller gagner une décision pour ramener cette ceinture featherweight au Québec. J'ai donc Alex Morgan par décision et c'est ce qui conclut mes analyses et prédictions complètes pour le TKO Fight Night 1 Morgan contre Laramie 2. J'espère que vous êtes autant excités que moi pour cette carte-là. J'en ai de la misère à finir mon vidéo tellement que je suis excité. Fait que laissez-moi un like si vous avez aimé ça. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions, de me faire part sur quel point je n'ai absolument pas raison, parce que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec mes prédictions en ce moment. On en jase ensemble des commentaires, j'ai envie d'entendre les opinions et les prédictions de tout le monde sur cette carte-là. Puis dites-moi si vous allez être là, si on va se croiser là-bas, on jase dans les commentaires ensemble, j'aime ça jaser avec vous. Sinon, si vous êtes sur YouTube, vous devez vous abonner à Québec MMA pour plus de contenu, c'est là que vous allez tout trouver, mes analyses à prédictions, ma couverture complète des combats TKO, mes actualités MMA québécois, le podcast de Canada Daishka. Et puis si vous êtes sur Facebook, partagez à tous vos amis et puis abonnez-vous à MMA Talk parce que c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.